Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. On vous apprécie énormément. À tous ceux qui ont pris le temps de s'abonner à notre page YouTube, merci de grandir cette communauté-là. Ça commence à bouger un petit peu. On voit les chiffres. On a mentionné la semaine passée à quel point on était reconnaissant de tout l'appui que vous nous montrez. Merci. Salim, ça va bien? Ça va bien. Puis moi aussi, effectivement, j'ai reçu plusieurs commentaires. Des commentaires très positifs, très encourageants. Alors, merci de nous écouter, merci de nous suivre, merci de nous écrire, merci de nous envoyer vos commentaires. Et donc, voilà. Ça peut être aussi des commentaires négatifs. Moi, je suis correct avec ça. Moi, je suis prêt à l'accepter. On est ouvert à ça. Oui, en fait, effectivement, j'ai eu des commentaires qui étaient, disons, constructifs. Je ne les ai pas vus négatifs, mais constructifs. Alors, on va en prendre, note de ça. Mais c'est ça, parce que comme on a dit, c'est un projet qu'on a fait avec tout le monde. T'sais, on est tous ensemble là-dedans. Vous nous écoutez, vous nous appuyez. Si vous avez quelque chose à nous dire, bien allez-y. D'ailleurs, on a quand même reçu des commentaires un peu négatifs. C'est correct. Moi, je lis ça puis je ris. Avec toute l'expérience qu'on a eue, on s'est pas mal habitué à recevoir ce type d'affaires-là, de commentaires-là. Mais c'est correct, ça fait partie du jeu. Puis, on l'accepte. On va aller tout de suite aux nouvelles. Pas grand-chose qui bouge cette semaine, mais quand même des petites affaires qui sont intéressantes. Évidemment, on va parler d'un autre sondage à Québec, un sondage léger cette fois-ci. Ben, deux sondages, en fait, parce qu'il y en a déjà eu un le lundi, et ça, c'était Angus Reid, qui, dans le fond, je pense que c'est tous les mois, si je ne me trompe pas, fait des sondages pour dire quels sont les premiers ministres les plus populaires au Canada parmi les 10 provinces. Je pense qu'il y en a une, par contre, qui est pas dans le sondage. Je pense que c'est PEI, l'île du Prince-Édouard. Mais, et puis, on est passé... En fait, on a remarqué, évidemment, que depuis le début du gouvernement Legault avait été extrêmement populaire, a souvent été le plus populaire des premiers ministres au Canada. Puis là, le Canada apprend que Legault est bon dernier de ce classement, 9e sur 9, parce que, comme ce que je disais, l'île du Prince-Édouard ne fait pas partie de ce sondage-là. Et donc, déjà, ça démontre c'est quelque chose. Ça veut dire qu'au Québec, François Legault est moins populaire. Alors, ça a commencé avec ça. Puis ça s'est poursuivi avec, comme tu le disais, un sondage léger. C'est ça. Donc, évidemment, le sondage léger vient un peu appuyer ce qu'on a vu sur le sondage Angus Reid, où le premier ministre québécois, M. Legault, il est totalement seul à la fin, là, tout dernier, comme tu as dit. Et ça s'explique parce que les sondages ici au Québec, ça va pas si bien pour lui non plus. On l'a mentionné, ça fait longtemps là, qu'on le dit, là, qu'on est impressionné par le PQ, à quel point ils réussissent à attirer la visibilité, à trouver des sujets qui font parler d'eux, etc., etc. On a parlé encore et encore de cette partielle dans Jean Talon qui a été une grosse surprise, non seulement pour le PQ, mais pour tout le monde. Il y a personne qui s'attendait à ça. Et c'est sûr, on a aussi parlé des promesses brisées de la CAQ. Donc, tout ça, on le met ensemble, mais ça fait un effet. Puis ça fait un effet rapide. Là. Dans un an, de perdre plus de 15 points, je pense, depuis l'année passée, depuis l'élection, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, le PQ est premier dans les intentions de vote. Le PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est le premier choix comme premier ministre du Québec. Puis... avec le scénario, puis j'entendais Jean-Marc Léger analyser son sondage, puis il disait qu'avec l'effet qu'on a actuellement, que c'est pas juste 2 partis, c'est pas même 3 partis, avec l'effet de plusieurs partis qui sont dans le jeu politique, dans l'arène politique, avec le 31% que le Parti québécois obtient, il est dans le territoire du gouvernement majoritaire avec le vote francophone. C'est quand même quelque chose, là, tu sais.
Oui, mais peut-être que ça vaudrait la peine de rappeler un petit peu c'est quoi les scores. Hein. Donc, on parle de 31% pour le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon. On parle de 25% pour la coalition Avenir Québec, 17% pour Québec solidaire, 14% pour le Parti libéral du Québec et 11% pour le Parti conservateur. Mais effectivement, George, c'est très intéressant ce que tu ramènes, ce que tu dis, puis qui a été, enfin, ta source, c'est Jean-Marc Léger, alors c'est quand même une bonne source. Effectivement, quand il pense bien, c'est-à-dire dans la base électorale du PQ actuel, dans les personnes qui accordent leur confiance, à tout le moins dans les sondages au PQ en ce moment, la concentration du vote est une concentration du vote francophone un peu éparpillée partout. Donc, je ne suis pas du tout surpris qu'à 31%, le Parti québécois soit pas si loin que ça d'une majorité parlementaire théorique. Théorique, bien sûr, parce que je rappelle, c'est un sondage, ce ne sont pas des élections. Mais, George, je veux quand même dire quelque chose qui est important. Je crois que ce sondage révèle, comme celui d'avant et celui d'avant encore, révèle que les Québécois sont un peu, oui, fâchés avec François Legault et avec la coalition Avenir Québec. Oui, la coalition Avenir Québec est en train de perdre un certain terrain de jeu. La coalition Avenir Québec est en train de perdre une certaine popularité, une popularité qui était absolument fantastique dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui s'effrite à vue d'œil. Mais je veux quand même insister sur une chose. Oui, on a dit sur ce podcast souvent que on est impressionné par la façon dont le PQ fonctionne depuis un certain nombre de mois, voire d'années maintenant, depuis l'arrivée dans le fond de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis ça commence à payer, ça c'est sûr. Mais j'insiste beaucoup, j'avais écrit un texte de blog là-dessus déjà. L'appui à la souveraineté ne bouge pas, mais même pas d'un iota. Et normalement, lorsque tu fais un bond aussi important, quand tu es le Parti québécois et que tu fais un bond aussi important dans les sondages, sachant que Paul Saint-Pierre Plamondon n'a aucune... il est très clair sur la question de la souveraineté, c'est-à-dire que oui, il veut faire un référendum sur la souveraineté du Québec dès un premier mandat péquiste, et que la souveraineté n'est pas bougée, mais absolument pas. Moi, ça me laisse croire que c'est un vote qui est stationné au Parti québécois, mais c'est pas un vote qui va se consolider parce que c'est pas logique. Si c'était un vote véritable, en tout cas solide pour le Parti québécois, sa vision du Québec, celle d'un Québec souverain, on devrait la voir dans quelque chose d'autre dans le sondage. Mais ça fait 3-4 sondages qui font des pas de géant, mais que la souveraineté, elle est au même point. Et juste pour complémenter un peu ce que tu dis, avec ce statistique-là qui ne bouge pas, la souveraineté, là, une autre statistique qui est quand même étrange, c'est qu'il y a presque la moitié de la population qui sont d'accord pour que le Québec signe la Constitution du Canada et que demeure. Donc, comme tu dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a le PQ et son leader qui sont tout premiers. La question de la souveraineté ne bouge pas trop, mais sur la question de se joindre dans la Constitution du Canada, ben ça, on a presque la moitié de la population. Quelque chose ne semble pas marcher. Mais c'est sûr. Puis ça, à mon avis, c'est les signes d'une population dont le vote est extrêmement volatile. Sincèrement, moi, je pense que s'il devait y avoir des élections demain, la CAQ va remporter de nouveau. Mais peut-être pas à 90 sièges comme en 2022, mais remporterait de nouveau parce que j'ai pas le sentiment que c'est une adhésion à une vision péquiste du Québec. C'est vraiment pas ce que je pense. Par contre, ce que je pense sérieusement, c'est que l'appui de la CAQ est sérieusement amoché, que s'il devait y avoir un parti politique qui pouvait
proposer une vision du Québec qui intéresserait les Québécois, c'est-à-dire une vision du Québec, d'une gestion saine du Québec avec une potentiel d'épanouissement de sa population, etc. Mais sans la souveraineté, ça pourrait fonctionner. Donc, mais ça, c'était justement le point fort de la CAQ. Tu sais, c'était le parti nationaliste. On défend les intérêts du Québec dans la nation canadienne, dans le Canada, dans la Fédération canadienne. Et ça a marché. Ça a marché. Juste pour revenir sur ce que tu disais, oui, il y a une certaine fatigue envers le gouvernement Legault, mais tu l'as mentionné la semaine passée aussi sur l'autre épisode, que cette fatigue-là est arrivée tellement rapidement en tout début de son deuxième mandat. Tu sais, on se demande, on se gratte la tête, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis quand on regarde les raisons pourquoi il y a une telle insatisfaction envers le gouvernement Legault, on voit en première place, à 44%, il n'a pas réussi à améliorer le système de santé ou d'éducation. Mais ça, de toute façon, c'est un défi pour chaque gouvernement, je te dirais. Oui, oui. La hausse des salaires, 30% des députés à 37%. La subvention de faire venir les Kings à Québec à 28%. Les politiques, la loi 21, la loi 96, ou l'arrêt de subventions pour les étudiants hors Québec qui viennent étudier dans une université anglophone, ça c'est à 22%. Quand même, là, c'est des pourcentages importants. Ils prennent des mauvaises décisions, et je ne vais pas te faire toute la liste, là, mais juste pour qu'on reste dans les 20%, il n'a pas réussi à régler les conventions collectives avec les employés de l'État. Donc ça, c'est comme les top raisons. Et tout ça, c'est arrivé durant son deuxième mandat. Donc, dans la première année de son deuxième mandat. Et d'ailleurs, écoute, ça fait l'objet effectivement d'un des textes de blog que j'ai publié la semaine passée. Il y a 3 jours. Où dans le fond, dans ce que je dis, c'est que ce qui est étonnant, c'est que les signes d'usure du pouvoir se font aussitôt dans un deuxième mandat. D'habitude, les signes d'usure du pouvoir, on les ressent après 2-3 années d'un deuxième mandat. Là, ça commence à s'installer, on le ressent, etc. Là, avec la CAQ, dès le lendemain des élections de 2022, on a commencé à les ressentir. D'abord parce que les gens se sont dit, mon Dieu, avec 90 députés, c'est quasiment, on est quasiment dans je sais pas, là, dans une dictature. J'exagère, évidemment. C'est pas une dictature, mais tu comprends ce que je veux dire, dans le sens qu'il n'y a pas... Oui, on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition forte, il n'y a rien du tout. Ça a rappelé aux gens que François Legault avait signé devant les caméras un engagement comme quoi il allait réformer le mode électoral, ce qu'il n'a jamais fait, qu'il n'a pas fait dans le premier mandat, et qu'il n'a pas l'intention de faire dans un deuxième mandat. Ça vient rappeler qu'il y a eu plusieurs promesses brisées, de choses aussi qui ont été mal ficelées. On rappelle les classes de maternelle 4 ans, on parle des maisons des aînés, on parle du 3e lien à Québec, on parle du tramway à Québec, on parle de beaucoup de choses. Puis avant, on dirait qu'il n'y avait rien qui lui collait à la peau. Absolument rien. Ouais. Rien ne collait à la peau à François Legault, rien ne collait à la peau au gouvernement caquiste, rien. Mais là, on dirait que, oui, il y a une espèce de gouvernance par un peu spéciale, un peu désordonnée, moins cohérente, plus tâtonnante. Et là, on le ressent. Et oui, il y a un impact clair là-dessus. Alors, George, moi, je pense que ça peut être l'opportunité pour un parti d'opposition de se positionner. Est-ce que c'est le Parti québécois comme on le voit aujourd'hui? Écoute, c'est pas impossible. Mais ils le font déjà, d'après moi. Ah oui, non, je sais bien, mais regarde, ça se peut que ce soit le Parti québécois qui, effectivement, en bénéficie réellement. Puis là, je te dirais que pour le fédéraliste que je suis, que tu es toi aussi, je le sais, c'est sûr que c'est plus embêtant parce que si le Parti québécois arrive au pouvoir en 2026, il faut s'attendre à ce qu'un référendum soit mis en place. Mais moi, je te le dis, très honnêtement, j'y crois pas. Par contre, ce que je peux dire d'une certaine manière,
c'est que Québec solidaire peut en profiter, le Parti libéral du Québec peut en profiter. Le Parti libéral du Québec, s'il se trouve un chef, qu'il trouve aussi un positionnement idéologique qui est cohérent aux yeux de l'électorat, il pourrait aussi tirer son épingle du jeu. Un dernier truc là-dessus, là, ça ne veut pas dire que Québec solidaire, le PQ ou même le Parti libéral du Québec, que beaucoup de gens ont enterré, mais il ne faut pas enterrer une institution qui a... je veux dire, qui est aussi vieille que le pays, là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement gagner le pouvoir en 26. Mais tu sais, s'ils augmentent significativement, là, ça veut dire que la CAQ va avoir moins de députés forcément. Et ça va vouloir dire aussi que on peut tomber dans des situations de gouvernement minoritaire. Alors, c'est ça. Ouais. C'est justement ça. 2026, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et comme tu as dit, on peut se trouver facilement dans un terrain de jeu où, avec un gouvernement minoritaire, ben on s'attend à des élections en dedans de 2 ans, normalement. Une chose qui est étrange, là, parce que c'est sûr qu'on fait le tour des réseaux sociaux, tous les partis qui trouvent des éléments de ce sondage-là pour faire des posts, là, pour des tweets, puis bravo à nous. Puis c'est sûr que le gouvernement, il n'y a rien à faire. Là, il est tombé tellement que ça serait ridicule qu'ils mettent quelque chose pour célébrer. Il n'y a rien à célébrer. Le PQ, évidemment, ça a du sens. Québec solidaire, ils ont pris 2 points, ils ont augmenté. Ça fait du sens. Éric Duhaime, il est 2e dans la région de Québec. Donc oui, bravo pour lui. Et les 2 partis qui n'ont absolument rien à poster ou à se féliciter ou à fêter, évidemment à la CAQ, mais le Parti libéral aussi. C'est comme, il n'y a rien qui se passe au Parti libéral du Québec, puis tu l'as mentionné, éventuellement, là, il va devoir qu'on commence à trouver des noms. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent au Parti libéral du Québec, là, mais il va falloir bientôt, là, peut-être, je doute que ça va être fait avant les fêtes, mais aussitôt qu'on termine les fêtes, là, vers la mi- ou fin janvier, début février, il va falloir commencer à que les noms sortent là, dans la course au leadership, parce que je parle à plusieurs personnes au Parti libéral, puis c'est embêtant, c'est décourageant, puis de voir... Puis c'est pas la faute à Marc Tanguay, le gars, c'est un leader, tu sais, il est là intérimaire. Donc c'est sûr que les sondages vont pas bouger du tout, là, tu sais, les gens, ils vont pas appuyer un parti sans savoir, ben, c'est qui va le diriger, c'est quoi les positions, c'est quoi la direction du parti, etc. Donc, c'est quoi les idées. Puis c'est tout à fait normal. Mais c'est juste que ça prend du temps, puis ça fait des années, ça fait depuis le début de cette campagne, de la dernière élection, que les gens ont laissé tomber un peu le Parti libéral du Québec. Ceci étant dit, quand on regarde les chiffres, une autre statistique qui est quand même étrange, on voit un 5% qui est parti de la CAQ et qui est allé au PQ. Peut-être ça a du sens. On est en train, comme on a dit il y a plusieurs épisodes, le PQ est en train d'aller chercher les gens qui ont quitté. Là, c'est le retour au bercail. Genre. Ce que je trouve étrange, c'est que les 2 points qui sont allés à Québec solidaire, c'est un point de Québec du Parti libéral et un autre point du Parti conservateur. Je ne sais pas si c'est ces 2 points-là qui se sont ajoutés à Québec solidaire nécessairement, ou je ne sais pas s'ils sont allés... Mais il semble ne pas avoir une cohérence logique dans le mouvement de ces statistiques-là. Je pense qu'il y a quand même une confusion qui est toujours là dans l'esprit des électeurs. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, c'est qui mène, je sais pas, c'est qui fait les médias, c'est qui fait les clips dans les médias. Qu'est-ce qui se passe? On est un peu mélangé, je trouve, comme électeur. Mais écoute, c'est un très bon point que tu apportes. Je ne sais pas si les électeurs sont mélangés. Je crois que les électeurs, ils savent juste une chose. C'est que le chèque en blanc à la coalition Avenir Québec, c'est terminé. La lune de miel, elle est terminée. Elle a duré longtemps, par exemple, mais elle est terminée maintenant. Ça, je pense que les électeurs le savent et le ressentent. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est que il y a tellement peu de logique dans ces vases communicants qu'on pourrait effectivement dire, au moment où on se parle,
tout ce que l'électeur sait, c'est pas pour qui il va voter, c'est qu'il sait pour qui il ne va pas voter. Exact. Donc c'est un peu là où on en est, et je crois que tous les partis peuvent en bénéficier. Ensuite, ça va dépendre bien sûr dans quel état ils vont se retrouver. Mais tu vois là, en t'écoutant parler, George, ça m'a fait penser quelque chose. Tu sais, la coalition Avenir Québec. Pourquoi on l'a appelée coalition? Parce que dans le fond, ils l'ont appelée coalition parce qu'ils voulaient à la fois des fédéralistes, des souverainistes, mais qui allaient plus chicaner sur la question du référendum, mais plutôt de travailler ensemble dans le but de rendre le Québec... de faire avancer le Québec sans se soucier d'une potentielle séparation, mais sans nécessairement être très pro-Canada. Mm-hmm. C'était un peu l'idée. Là. Vulgairement, là, je résume, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la CAQ, essentiellement, à part les adéquistes qu'il y avait là, mais grosso modo, il y a des péquistes principalement, puis des libéraux. Hein, traditionnellement, là. Historiquement, c'était ceux-là. Là, on voit que ceux qui étaient de tendance péquiste et qui se retrouvaient à la CAQ, on a l'impression qu'ils sont en train de rentrer au bercail. Ils sont en train de rentrer chez eux à la maison, au Parti québécois, parce qu'ils ont ils ont trouvé un chef, ils ont trouvé une cohérence dans le message. Le parti n'est pas encore très fort, hein, il ne faut pas croire. Là, je veux dire, ça reste une petite structure. Ils sont 4 députés, ils n'ont pas beaucoup d'argent à l'Assemblée nationale. Je veux dire, le budget de fonctionnement. Ensuite, en termes de... j'ai pas vu les chiffres de combien ils ramassent d'argent, mais je peux imaginer que ça ne doit pas être non plus si énorme que ça, parce que... Bref. Donc, mais ils sont en train de rentrer, les gens, les caquistes qui sont à l'origine des péquistes sont en train de rentrer à la maison. La question que je me pose, et on le saura éventuellement un jour, c'est est-ce que si le Parti libéral du Québec faisait la même chose que le Parti québécois, c'est-à-dire finalement trouver un chef, idéalement inspirant, plus jeune, plus connecté à la réalité, et moins dans les licornes, et surtout qui s'assume véritablement comme libéral et comme fédéraliste, est-ce qu'on pourrait pas voir le même transfert de la CAQ vers le Parti libéral du Québec? Et moi, honnêtement, moi je pense que oui. Moi je pense que le jour où le Parti libéral du Québec va avoir un chef, ça se peut bien qu'il fasse un bond de 3, 4, 5%. C'est pas impossible. Juste pour mentionner à quel point les choses changent en politique. Et je te rappelle qu'il y a plusieurs mois maintenant, quand on voyait le début de cette montée du PQ, puis on a justement parlé de ça, on a dit, regarde, si le PQ réussit à monter, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Parti libéral du Québec? Et l'argument à ce moment-là, c'était, je sais pas, parce qu'ils sont tellement loin d'être où est-ce qu'ils doivent être, que peut-être la vraie alternative d'un PQ qui est en montée, ça serait toujours la CAQ. Sauf que maintenant, avec ce qu'on voit, avec cette instabilité dans le message, avec les reculs qui est en train de faire, tu as absolument raison. Puis je reviens à cette discussion qu'on avait faite, avec tout ce qui se passe en ce moment-là, avec cette perte un peu de crédibilité du gouvernement. Et je suis d'accord avec toi, ça va prendre un leader qui va pouvoir s'assumer et rassembler encore les membres du Parti libéral du Québec, mais c'est très possible d'aller chercher les gens qui ont quitté le Parti libéral pour la CAQ. C'est une grosse job, mais quand on voit un PQ avec 3 députés qui ont réussi à le faire, pourquoi un parti qui a... ils sont 18 maintenant, ne pourra pas le faire. Oui, mais non seulement il y a ça, mais tu sais, regarde, quand on regarde les sondages, puis qu'on voit que le Parti libéral du Québec est genre 4e, tu sais, tu te dis, c'est pas possible, on n'a jamais vu ça dans l'histoire, ce parti-là va finir par disparaître. Non, mais regarde, à un moment donné, il faut regarder aussi les projections. Là, il y a des gens qui font des projections. Il y a Fournier qui fait des projections c'est tout Québec 125, etc. Il faut voir les projections. Tu sais, il y a certaines projections de sièges, là, même avec 15%, 16%, le Parti libéral du Québec est capable de faire entre 22 et 30 comtés.
entre 22 et 30 comtés, ben, je m'excuse, mais quand t'en as 18, 22... C'est une amélioration certaine. C'est une amélioration certaine, sachant qu'il est à 15% avant... Tu sais, je veux dire, c'est pas énorme. Donc, attention, là. Ça commence à être plus compliqué de faire des gains lorsque tu te rapproches du 30%, là. Mais tu sais, entre 15 et 20, là, tu sais, le jour où le PLQ... S'il le fait, mais admettons qu'un jour, le PLQ fait un bond de 5% parce qu'il a un chef, parce que finalement, son discours recommence à coller, à connecter avec la population. Le 5%, là, ça veut dire que là, tu arrives au palier de 30 sièges, là, déjà au Parlement, là, à peu près. Là, je dis ça au pifomètre. Mais donc, il faut pas négliger ça. Puis certainement, ne pas annoncer la mort des partis politiques trop vite. D'ailleurs, tous ceux qui ont annoncé la mort du PQ, ils sont où aujourd'hui? Non, j'en ai une encore meilleure. Ceux qui ont annoncé la mort du Bloc québécois. Oui. Tu te rappelles? Mais oui, mais c'est ça. Ben, j'en ai fait partie, pour être honnête. Moi, je pensais que le Bloc était terminé. Mais c'est la vérité. Fait que, donc, ceux qui ont annoncé la mort du PQ, aujourd'hui, quand ils le voient premier dans les sondages, on les voit plus parler, là. On les voit plus, là, ces gens-là. Là. Attention, il y a des gens qui prévoient la mort du PLQ. Le PLQ qui a plus d'histoire que n'importe lequel des partis politiques, pas juste au Québec, mais au Canada. Là, donc... Ouais. OK, on va faire un saut au fédéral, mais il y a quelque chose qui arrive qui affecte aussi pas mal le Québec. On parle de cette entente qui a été finalement annoncée entre le gouvernement du Canada et Google. On sait c'est dans tout ce processus du projet de loi 18 qui voulait que C18. C18. Qui voulait que ces gros joueurs en ligne puissent contribuer à... un fonds pour soutenir les médias. Exactement. Donc, pour soutenir les médias à cause de ce partage du contenu. Il y a eu un deal qui a été fait avec Google qui, apparemment, dans lequel Google donnerait 100 millions de dollars à chaque année et que ce 100 millions-là serait redistribué à travers tous les médias au Canada. Aussitôt que cette nouvelle-là tombe, qu'il y a un accord avec Google, ben CBC annonce des coupures majeures, des coupures de 800 postes. Donc, dans ce 800-là, il y a 600 postes qui vont être coupés et 200 qui étaient déjà à pourvoir qui n'iront pas chercher des employés. Donc, au total, il y a 800 emplois qui... C'est ça. 600 coupures, 200 par attrition, c'est-à-dire qu'on ne va pas les reconduire. Exactement. Puis ça devient un enjeu quand même important. Et c'est drôle que ça arrive en même temps parce que là, on attend voir ce que la ministre Saint-Onge à Ottawa va faire avec ce 100 millions-là. Qu'est-ce qu'elle prévoit faire? Est-ce qu'on va donner de l'argent à CBC Radio-Canada, qui bénéficie déjà, je rappelle, de plus de 1 milliard de dollars à chaque année par le gouvernement fédéral. Le deuxième enjeu, c'est les places qui ont été coupées suite, si je me rappelle bien de l'annonce, c'était moitié-moitié. Il va y avoir 300 places, 300 coupures pour la Société Radio-Canada. Donc ça, c'est le morceau francophone, si on veut, de CBC. Et un autre 300 pour CBC, donc l'anglais. Puis, je suis d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon, encore une fois, qui s'est levé debout puis il a dit « Attends une seconde, là. Quand on regarde les parts de marché, la Société Radio-Canada, pour un marché qui était quasiment exclusivement au Québec, obtient plus de 20% des parts du marché. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal au Québec. Le travail qui est fait, il est très, très bon. Le contenu est bon, puis ça marche parce qu'ils occupent une part de marché quand même importante, versus la CBC au reste du Canada à 4%. Et là, tu viens faire des coupures au Québec où tu vois clairement qu'il y a quelque chose qui fonctionne au Québec. Donc, moi, je comprends pas ça. Je pense qu'il y a 100% raison de sortir et de mettre ces arguments-là devant. Et
l'autre question, évidemment, qui revient, c'est est-ce que Pierre Poilievre avait raison de dire que si jamais il est élu premier ministre du Canada, on va laisser faire Société Radio-Canada, l'aspect français de CBC, mais CBC anglophone, c'est fini, là, les subventions du gouvernement de plus de 1 milliard de dollars. Puis peut-être, avec les résultats qu'on voit maintenant, peut-être qu'il a raison, je ne sais pas. Wow, c'est un sujet qui est super complexe parce que ce qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il s'inscrit dans un contexte de crise des médias. Alors, c'est une crise des médias qui touche tout le monde. La crise des médias, elle touche tant le public que le privé et pas juste la télé, la radio, mais aussi la presse écrite, etc. Donc, quand on parle des médias, on parle au sens large du terme. Là, effectivement, le fonds prévu pour venir en aide aux médias, Google va mettre 100 millions de dollars dedans. C'est l'entente qu'il y a eu avec le gouvernement du Québec. Je pense que c'est une... Canada. Excusez-moi. Ouais. Gouvernement fédéral, gouvernement du Canada. C'est une entente qui, je pense, est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, il faut bien quand même trouver une façon de compenser les médias et de les garder en vie. Pas juste parce que c'est important, pas juste parce qu'il y a une activité économique derrière, mais aussi parce que les médias, c'est l'information. L'information, c'est ce qui nous permet d'être une démocratie. Hein, donc, voilà. Maintenant, il y a, tu sais, le problème avec... l'enjeu avec Radio-Canada dans cet ensemble-là, tu connais bien sûr le sujet, c'est qu'effectivement, Radio-Canada est subventionné par le gouvernement fédéral. On parle de 1,4 milliard de dollars par année, donc c'est effectivement pas mal d'argent. Mais Radio-Canada, en plus de ça, a accès à des revenus qui sont publicitaires. Et pour beaucoup de groupes privés à travers le Canada, y compris ici au Québec, Québécois pour ne pas les nommer, etc., disent c'est un peu injuste parce que là, on nous fait de la concurrence dans les revenus publicitaires quand nous, on ne reçoit pas de subvention alors que Radio-Canada touche 1,4 milliard de dollars en subvention. Donc, c'est soit de l'argent public uniquement, soit c'est de l'argent privé uniquement. Mais le mix des deux est d'une certaine manière injuste. Et je suis 100% d'accord avec eux, Salim. Oui, mais je comprends ça. Puis il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça. Maintenant, moi, j'essaye d'être prudent dans ce sujet-là dont je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. C'est-à-dire que oui, effectivement, vu de cette façon-là, on pourrait se dire, ben oui, c'est normal, c'est une question de justice. Hein, et, tu peux pas nuire d'une certaine manière à un marché. Ensuite, bon, il y a d'autres arguments. Hein. Je te dis pas que je suis nécessairement d'accord avec cela, mais il y a l'argument que Radio-Canada a une mission, celle de tenir les Canadiens ensemble, parce que, qu'on le veuille ou non, à travers un diffuseur public, tu essayes de garder une certaine cohésion qui part d'un océan à l'autre. Mm-hmm. Le Canada est un trop gros pays pour pas qu'il y ait un diffuseur public qui puisse rassembler, rapprocher tout ce monde-là, parce que sinon, qu'est-ce qui fait de nous des Canadiens, dépendamment d'où est-ce qu'on se trouve. Mais attention. Excuse-moi, surtout, George, dans un contexte où, puis on l'oublie, puis on ne le dit pas assez, au Canada, notamment au Canada anglais, beaucoup plus qu'au Québec, on consomme énormément de télévision américaine. Mm-hmm. On consomme tellement la télévision américaine que on importe parfois des enjeux américains au Canada, des enjeux de société américains au Canada, des choses qui n'existent pas au Canada ou qui sont tellement minimes au Canada que ça vaut presque pas la peine d'en parler, mais qui deviennent des enjeux énormes, des enjeux parfois politiques d'ailleurs, simplement parce que ça se passe aux États-Unis, donc il faut le ramener au Canada, parce que les gens, quand ils écoutent la télé, veut pas, culturellement, on n'est pas des Américains, certes, mais il y a des choses, il y a des rapprochements, et on a tendance à ramener ces sujets-là au Canada.
moi, je pense que il est primordial pour chaque pays d'avoir un diffuseur public. OK? Pour justement, suite à ce que tu as mentionné, de faire la promotion de contenu canadien, de préserver un peu la culture canadienne. Donc, qu'on soit au courant des mêmes choses. Exactement. C'est sûr que le Canada, c'est un pays énorme. Mais quand on regarde la mission de CBC ou Radio-Canada, qui est de faire cette promotion-là d'un contenu qui appartient aux Canadiens et qui fait la promotion de nos valeurs et de ce qui est canadien, on voit que ça marche au Québec. Peut-être le marché est différent, je ne sais pas, mais ça ne marche pas nécessairement dans le reste du Canada, peut-être à cause des influences des États-Unis. On a plein de services de streaming maintenant. Même les postes, je pense même Radio-Canada anglais, ils ramènent des émissions télévisées des États-Unis, si je ne me trompe pas. C'est pas juste du contenu canadien. Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis peu consommateur de CBC, étant donné que je consomme en français, mais et puis les médias anglais que je consomme c'est pas CBC généralement, c'est CTV, c'est Global, c'est d'autres. Mais écoute, regarde, moi ce que je dis par là, c'est que peut-être qu'au Québec, ça se passe mieux pour Radio-Canada que pour son pendant anglophone qui est CBC. En fait, j'ai même pas de doute que ce soit le cas. Mais on le voit avec les résultats qui ont sorti, c'est clair. Là, 20% versus 4% du marché, c'est une énorme différence. Mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais tu sais, pour moi, c'est aussi le symptôme qu'on a plus besoin de CBC à l'extérieur du Québec qu'on en a besoin au Québec. Quand je dis CBC/Radio-Canada. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, le marché du Québec étant ce qu'il est, avec une offre francophone, orientée sur une culture québécoise particulière, une culture francophone canadienne particulière, ça peut s'expliquer. Puis c'est aussi une façon pour les francophones du Québec, bien sûr, mais du reste du Canada aussi, de savoir ce qui se passe ailleurs au Canada, c'est-à-dire dans leur pays dans lequel ils sont minoritaires. Donc, moi, je ne suis pas surpris que Radio-Canada fasse une meilleure part de marché au niveau francophone que CBC au niveau anglophone. Cela dit, moi, j'ai envie de te dire, le 4% de part de marché dont tu me parles de CBC ailleurs au Canada, moi, ça me dit que quelque part, il y a une espèce de cohésion entre Canadiens qui est menacée là-dedans. Alors, est-ce que c'est une cohésion qu'il faut aider? Moi, je suis convaincu de ça. Maintenant, la question, et c'est ça, je pense, le plus important, c'est le nœud du problème, c'est comment est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'on l'aide avec un financement public? Et si c'est un financement public, est-ce qu'on l'autorise encore à obtenir, à avoir des revenus publicitaires que le privé essaye de s'arracher? Parce que je sais pas, je veux pas dire de bêtises, il me semblait qu'on parlait de 500 millions par année que CBC Radio-Canada allait chercher en revenus publicitaires. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. Donc, alors, évidemment, la question, il est là. Parce que, et puis, ils vont faire un peu d'histoire. Hein. Tu sais, quand les conservateurs étaient au pouvoir, hein, Stephen Harper, il avait coupé le financement public de Radio-Canada. Il ne l'avait pas annulé comme il avait promis qu'il le ferait, mais il avait baissé. Il avait baissé, mais il lui avait permis en contrepartie d'aller chercher des revenus publicitaires. Lorsque les libéraux de Justin Trudeau sont arrivés, le gouvernement du Canada a remonté ses subventions à Radio-Canada CBC, mais sans pour autant lui interdire d'obtenir des revenus publicitaires. Ouais. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en théorie, Radio-Canada, CBC, j'ai envie de te dire, ils sont quand même pas si mal financés. Là. Tu sais, genre, oui. ils ont quand même pas mal d'argent, puisqu'ils ont de l'argent de l'État fédéral canadien et en plus des revenus publicitaires. C'est ce qui est embêtant, je suppose, pour les
pour les contribuables canadiens, c'est que les résultats financiers ne sont pas là. Et quand on voit, et j'ai vu ça d'ailleurs, je voulais le mentionner, c'était une entrevue en anglais avec Adrienne Arsenault de CBC, qui avait en entrevue sa boss, Catherine Tate, qui lui posait la question suite à ce que vous venez de nous annoncer, là, les coupures. Il y a des déficits énormes. Là, il y a une question d'aller chercher un extra du 100 millions de Google. Est-ce que vous allez vous permettre encore cette année des bonus pour les cadres de Radio-Canada? Évidemment, il n'y avait pas de réponse là, qui était venue de la part de Catherine Tate. Elle était très prudente en répondant à cette question-là. Moi, je suis impatient de voir ce qui va se passer à la fin de l'année, si oui ou non il va y avoir des bonus. On peut s'attendre que ça va causer pas mal une controverse suite à tout ce qui s'est passé cette semaine-là. Si Radio-Canada ou CBC, whatever, donne des bonus à leur cadre, ça serait l'insulte. Là, écoute, je me trompe peut-être, mais j'ai comme l'impression qu'il y avait une volonté de maintenir les bonus. Ensuite, bon, ça va dépendre à quelle hauteur ils le sont. Ouais. Mais regarde, je pense que tu apportes un point qui est très important. Tu parles d'une question de gestion, hein, parce que effectivement, si tu considères que t'as pas assez d'argent, de revenus pour tes opérations, ben généralement, c'est bien de revoir un peu tes opérations et ton fonctionnement pour te dire, OK, où est-ce qu'il y a de la perte d'efficacité, où est-ce qu'il y a de la perte d'argent, est-ce qu'on peut travailler de manière plus efficace, est-ce qu'on peut en économiser, est-ce qu'on peut faire en sorte d'arriver à nos résultats de la même, avec la même somme d'argent ou voire moins. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a toujours une façon pour des organisations d'être plus efficaces. Il y a forcément des façons de le faire. Moi, la seule chose, c'est que je veux éviter d'être populiste et de parler des bonus parce que je ne sais pas si c'est vraiment les bonus le problème. Dans l'inconscient, dans la perception. C'est vraiment pas le problème du tout. Ouais. Là, un 16 millions de bonus qui se sont donnés l'année passée sur le montant qu'ils reçoivent, c'est vraiment minime. Mais, minime. C'est quand même de l'argent. Mais c'est juste la perception suite à la situation que tu nous fais part en ce moment, Mme Tate, d'avoir le culot d'aller donner un bonus aux dirigeants. Regarde. D'un point de vue de la perception, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que les gens te disent, non, regarde, ils coupent 800 emplois d'un côté, puis ils distribuent des bonus de l'autre. Je sais que c'est très tentant d'aller sur ce terrain-là. Moi, j'essaye d'éviter d'aller sur ce terrain-là parce que les questions de rémunération, il y a plusieurs considérations là-dedans. Il y a des considérations, à un moment donné, là, je veux dire, c'est pas vrai que les meilleurs gestionnaires courent les rues puis sont capables d'être payés moins. C'est pas vrai. Ouais. Donc, je veux dire, il y a aussi la volonté d'avoir des gens qui sont capables de faire leur travail puis que t'as pas envie qu'ils aillent ailleurs. Parce que déjà qu'ils vivent avec certaines contraintes, parce qu'il y a des contraintes dans le public aussi. Alors déjà qu'ils vivent avec certaines contraintes dans le public, parfois, regarde, t'as envie de les attirer, t'as envie de les retenir, tu veux mettre des incitatifs. Ces incitatifs-là sont des bonus. C'est pas impossible. Je sais que d'un point de vue de la perception, c'est horrible l'histoire des bonus, mais je veux pas aller là-dedans. Par contre, là où on peut aller, c'est sur effectivement des questions de meilleure gestion. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi aller sur le fait que, regardez, si vous recevez un certain nombre de millions de dollars mais il faut qu'on ait des résultats X, Y, Z. Mais c'est ça, mais c'est-à-dire aujourd'hui, surtout, la question d'équité avec les médias privés, la question, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te disent, dans des médias privés, qui te disent, non, attends. C'est parce que là, c'est de la concurrence quasi déloyale, parce que d'un bord, t'es financé par le public, puis en plus, tu viens manger dans les revenus publicitaires, parce que moi, je pourrais en vendre plus de la publicité, je pourrais faire des plus gros revenus, mais là, j'en fais pas. Donc, j'en fais pas plus. J'en fais pas plus parce que t'es là, mais en plus,
t'es financé par le public. Fait que non, mais en plus de ça, pas. en plus de ça, puis je sais pas s'il y a des cibles chez Radio-Canada ou CBC, ils ont l'air de ne même pas aller les rejoindre. Donc, ça pour être très honnête avec toi, j'ai pas l'information, donc je sais pas, je l'ai pas lu non plus, donc je sais. Mais chose c'est certaine, c'est que bon, il y a cette iniquité et puis bon, il va falloir possiblement trouver cette iniquité-là, mais c'est sûr qu'il y a aussi un équilibre à aller chercher parce que tu ne veux pas, quand tu es le gouvernement du Canada, c'est aussi sa responsabilité, surtout quand tu es le gouvernement fédéral, où, j'ai envie de te dire, la cohésion, la cohérence, la communication entre les Canadiens, l'information qui circule entre Canadiens puisse être là. Mais il y a cet équilibre-là à garder. Je vais juste amener un peu sur le terrain politique un petit peu, puisque notre émission s'appelle quand même Politiquement parlant. Sur le terrain politique, c'est sûr qu'il y a deux visions qui sont en train de s'opposer. Celle des conservateurs qui te disent defund CBC, donc vraiment, ils veulent couper les subventions. D'un autre côté, tu as les libéraux qui te disent non, il faut renforcer CBC ou tout du moins, il ne faut pas l'abandonner. Regarde, moi, je respecte les deux façons de penser. Je respecte celle des conservateurs qui disent, regarde, nous, demain, on va donner 0 à CBC ou presque, et on va les laisser aller chercher des revenus publicitaires. Donc, ça ne va pas être le gouvernement qui va les financer. Je respecte ça. Puis je respecte d'un autre côté les libéraux qui disent on a besoin de ce diffuseur, on a besoin qu'il soit fort, on a besoin qu'il puisse être le garant d'une certaine cohésion dans l'information qui circule au Canada et que ce soit pas juste de l'information qui arrive des États-Unis ou du privé, parce que le privé est aussi motivé par... évidemment, le privé est là pour faire de l'argent. Donc, il y a aussi de l'information que le privé, je ne veux pas dire biaise, parce que ce n'est pas ça le point, mais que le privé, disons que ce n'est pas son rôle. Donc, il ne s'en soucie pas d'avoir une certaine cohésion entre Canadiens. Donc, je respecte les deux points de vue. Moi, par contre, là, ce que j'aime moins, c'est lorsque on accuse, par exemple, les journalistes de Radio-Canada et de CBC d'être biaisés, d'être des porte-parole de Justin Trudeau, d'être porte-parole du gouvernement libéral, d'être porte-parole de la gauche, etc. Parce que honnêtement, moi, je suis convaincu qu'il y a à Radio-Canada et à CBC des journalistes qui, d'abord, font un très bon travail, très neutre, mais en plus, secrètement, à l'intérieur d'eux, peut-être qu'ils n'aiment même pas Justin Trudeau ou le gouvernement libéral. Ça se peut bien. Il doit y en avoir certains qui doivent être néo-démocrates. Il doit y en avoir certains, secrètement, qui doivent être... conservateurs, il doit y en avoir certains qui sont bloquistes à Radio-Canada, j'en suis sûr. Il y en a eu, Pierre Duchesne était un souverainiste, il a été dans le gouvernement marois, pareil pour Bernard Drinville qui a été à Radio-Canada. Enfin, donc... Tout ça pour dire, George, que moi, j'ai un peu de misère avec ça. De la même manière que j'ai de la misère avec le discours libéral qui va parfois dire oui, mais là, les conservateurs, ils veulent faire peur aux Canadiens, on n'est pas d'accord avec ça, etc. Tu sais, ils devraient l'expliquer un peu mieux que ça, leur objectif, là, tu sais. Donc, bon, voilà. On va voir ce qui va se produire, évidemment, c'est à suivre. Je sais aussi qu'au niveau du gouvernement du Québec, il y a le ministre de la Culture, M. Lacombe, qui a semblé annoncer un projet ou quelque chose. Ils travaillent, eux aussi, de leur côté pour voir comment ils peuvent en rajouter pour aider les médiums. Donc, c'est à suivre. On va passer, on va terminer l'épisode encore une fois sur un ton un peu plus léger. Puis moi, je sais pas pour toi, mais ces choses-là me font toujours rire. Là, alors, on a commencé avec un sondage léger, mais là, on va finir sur un sujet léger. Exact. Moi j'ai toujours trouvé ça amusant. C'est peut-être pas amusant, mais moi, je le trouve toujours amusant.
quand les députés, parce que quand même, c'est des humains, ils se laissent porter des fois par leurs émotions, et les F-bombs là dans les parlements, moi j'ai toujours adoré ça. Puis je me rappelle un Justin Trudeau qui criait après Stephen Harper des bancs arrière, là, il était dans le poulailler là, du Parlement canadien, puis il commençait à engueuler Stephen Harper. Ça se passe, ça s'arrive pas très souvent, mais cette semaine, il y a le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc, qui s'est emporté lui aussi par les émotions suite à une petite controverse dans le Parlement avec des propos qui viennent de rentrer dans une catégorie de non-parlementaires. Et il s'est pogné avec Simon Jolet Barrette, le leader parlementaire du gouvernement. Puis il a laissé un F-bomb, le FU. Là, on va pas le dire sur le podcast non plus, mais ça prend beaucoup là, de lancer ces propos-là. Évidemment, il s'est excusé. Il a appelé personnellement ensuite Simon Jolet Barrette. Puis Simon Jolet Barrette a accepté ses excuses. Mais juste pour dire que c'est des affaires qui peuvent se produire. Puis, les députés sont des êtres humains et parfois les êtres humains ont leurs faiblesses. Et le député Leduc a eu cette faiblesse-là. Écoute, moi d'abord, la première chose que j'ai envie de dire, c'est bizarre, hein, mais c'est ce genre de coup d'éclat, c'est souvent Québec solidaire. Hein. Je sais pas, la dernière fois, c'était le ballon. Là, le ballon qui avait été lâché, etc. Bon, regarde, je veux pas faire un procès à Québec solidaire là-dessus parce qu'ils sont pas pires que d'autres partis, mais disons qu'à chaque fois qu'on en a entendu parler récemment, c'était eux. Alexandre Leduc qui a utilisé cette expression malheureuse, qui n'a pas sa place effectivement au Parlement, qui n'a pas sa place dans la politique, qui devrait même pas avoir sa place entre les gens d'une manière générale. C'est dommage. C'est dommage. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est la fin de la session. Ils sont tous fatigués. Session intensive. Il fait froid, il neige. Surtout qu'il y a les fêtes qui arrivent. Puis tu penses à autre chose que fêtes qui arrivent. Puis tu sais, Simon Jolet Barrette, c'est un parlementaire aguerri. Les jeunes, mais il est aguerri, il connaît tous les rouages. C'est pas pour rien que c'est le leader du gouvernement depuis plus de 5 ans maintenant. Il a su piquer au vif Québec solidaire. Tu vas me dire, oui, ça fait partie de la joute parlementaire. Oui, effectivement, je lui en tiens par rigueur. Mais tu sais, je suis pas en train d'excuser le mot anti-parlementaire utilisé par Alexandre Leduc. Je suis juste en train de dire que, tu sais, parfois, quand tu vas piquer quelqu'un sur une corde très sensible, qui est fatigué, qui en peut plus, ça se peut que malheureusement la personne dérape. Et c'est toujours de la faute de la personne qui dérape. C'est jamais, c'est jamais de la faute de la personne qui est borderline et qui s'assure juste de te piquer juste à peine comme il faut. Mais ça fait partie de la game. Puis, comme tu as dit, ça vient d'un parlementaire qui sait comment tirer les fils un peu délicats. Puis ça a fonctionné pour lui. Puis, encore une fois, Québec solidaire dans l'embarras. Faut dire, évidemment, que Gabriel Nadeau-Dubois, il a appuyé son député, même suite à ces propos-là. En tout cas, regarde, c'est un petit point léger qu'on voulait terminer l'épisode. Éventuellement, je pense, cette semaine, est-ce que c'est la dernière semaine ou il reste encore une semaine? Alors, c'est la dernière semaine, normalement, mais là, les partis étaient en train de discuter. Le Parti libéral du Québec a proposé de rallonger de 3 jours la session parlementaire, donc ce qui amènerait les députés à siéger la semaine prochaine. Le Parti québécois et Québec solidaire ne l'entendent pas de la même oreille. Quant au gouvernement, lui,
ça ferait un peu son affaire parce que son objectif au gouvernement, c'est de faire adopter le projet de loi 15 sur la santé, sur la réforme de la santé. Mais j'entendais Paul Saint-Pierre Plamondon dire plutôt aujourd'hui que il ne voulait pas prolonger la session parlementaire de 3 jours pour se sentir obligé d'adopter le projet de loi 15. Alors, voilà. En même temps, j'ai envie de te dire, le gouvernement a la possibilité aussi d'appeler un baillon. Ouais. Mais appeler un baillon, je pourrais te dire que généralement, tu laisses toujours des plumes. Et là, en ce moment, contrairement au début de mandat, où rien ne collait à la peau de François Legault et de la CAQ, aujourd'hui, aller en baillon, ça risquerait de rendre la CAQ encore moins populaire. Donc, je pense que le gouvernement va vouloir essayer de trouver une façon autre que de passer en baillon les 500 articles restants à ce projet de loi. My goodness. Bon, c'est ça, chers amis, pour l'épisode de cette semaine. Merci encore une fois de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés sur YouTube. Allez vous abonner sur notre chaîne, s'il vous plaît. Aidez-nous à grandir la communauté. Évidemment, allez vous abonner, puis appuyez-nous sur toutes les plateformes audio où vous aimez télécharger vos balados préférés. Évidemment, on est sur Twitter ou X maintenant, Instagram, Facebook. On est littéralement partout. Allez nous suivre. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On l'apprécie énormément. Et on vous remercie. On vous voit tous la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye, ciao.